probablement, on va faire une petite pause au milieu. Donc, je n'ai plus de son. Est-ce que vous m'entendez ou là? On vous entend, monsieur. D'accord, très bien. Donc, voilà. Au milieu de la séance, peut-être on va faire une petite pause. Comme ça, si en général, un cours en ligne, on ne doit pas faire complètement 1h30, c'est excessif. Donc, généralement, les personnes risquent de perdre la concentration. Donc, voilà. Donc, là, on a terminé la dernière fois le chapitre 1. On va entamer le chapitre 2. Le chapitre 1, c'était plutôt, on a vu la terminologie de la théorie des graphes, mais dans un cas statique. Maintenant, à partir de ce chapitre, nous allons voir aussi encore de la terminologie. On va aussi voir des choses pratiques, mais ça sera plutôt dynamique. Donc, on va se déplacer, on va bouger à l'intérieur de notre graphe. Voilà, on va donner quelques définitions qui sont très faciles comme définition. Donc, la première définition, c'est la définition d'une chaîne à l'intérieur d'un graphe. Qu'est-ce qu'on veut dire par chaîne à l'intérieur du graphe? C'est qu'on va se déplacer à l'intérieur de notre graphe à partir d'un sommet donné. On prend une arête qui a ce sommet comme extrémité et on passe au sommet suivant et ainsi de suite jusqu'à arriver au sommet où on veut arriver. Donc, ce déplacement-là, en prenant des arêtes ou même des arcs, est appelé une chaîne. Donc, ça permet de joindre, une chaîne permet de joindre deux sommets. On va voir quelques exemples de chaînes. Donc, regardez le graphe que vous avez ici. C'est le graphe G1 qu'on a déjà rencontré lors du premier chapitre. Donc, cette fois-ci, je vais définir une chaîne que j'ai appelée mu1 qui va permettre de joindre les sommets 8 et 2. Donc, on va prendre le sommet 8, on va prendre l'arête L, on va atteindre le sommet 4, ensuite on prend l'arête I, ensuite on atteint le sommet 3, ensuite l'arête E, ensuite on atteint le sommet 2. Là, on va dire qu'on a défini une chaîne qui permet de joindre le sommet 8 et 2. On dit elle permet de joindre le sommet 8 et 2 et non pas de 8 vers 2 parce qu'une chaîne est une notion non orientée. Donc, c'est une notion qui n'est pas orientée. Donc, je peux la prendre. C'est la même chose de dire 2, E, 3, I, 4, L, 8. Je commence par 2 jusqu'à 8 ou je commence par 8 jusqu'à 2. Ça revient en même. Donc, la chaîne est une notion non orientée. On peut retrouver une chaîne dans un graphe non orienté comme on peut la retrouver dans un graphe orienté, comme le montre l'exemple suivant. Dans un graphe orienté, qu'est-ce qui va changer? C'est que j'ai la possibilité de prendre un arc, quel que soit le sens théo. Donc, je peux le prendre dans le sens inversé. Donc, je peux me déplacer dans le sens inverse d'un arc parce que la notion de chaîne n'est pas orientée. Par exemple, ici, vous avez mu4 est une chaîne qui permet de joindre les sommets 4 et 1. Donc, on commence par le sommet 4. On prend l'arc G. Cette fois-ci, on l'a pris dans le bon sens, vers 2. Ensuite, de 2, j'ai pris l'arc D vers 3. Ensuite, de 3, j'ai pris l'arc H vers 4. Regardez, l'arc H, on l'a pris dans le sens inverse. Ce n'est pas important. C'est une notion non orientée. Le sens théalésard n'a pas d'importance normale. Donc, ensuite, je prends le 4 et je reprends encore une nouvelle fois l'arc G, ensuite le 2, ensuite je prends l'arc B dans le sens inverse, ensuite je termine dans dans le sommet 1. Voilà, donc là, c'est pour définir la chaîne. Je reviens sur la notion de chaîne. Donc, lorsqu'on définit une chaîne, donc la chaîne, elle est définie selon les besoins, donc pour définir les deux extrémités. Le début et la fin d'une chaîne sont appelés
les extrémités de la chaîne. Donc, on définit la chaîne selon les besoins pour se déplacer entre deux sommets quelconques dans le graphe. Donc, dans un même graphe, on peut trouver une infinité de chaînes possibles. Une chaîne, elle est définie aussi donc à travers ces deux extrémités, bien sûr, et elle est définie aussi par sa longueur. Qu'est-ce qu'on veut dire par longueur d'une chaîne? Je reviens vers l'exemple 1. Donc, la longueur d'une chaîne, ici, de 8 vers 4, 4 vers 3, 3 vers 2. Donc, la longueur, c'est combien de fois nous avons sauté d'un sommet à un autre. Ici, de 8 vers 4, on a fait un premier saut. De 4 vers 3, un deuxième saut. Et de 3 vers 2, un troisième saut. Donc, cette chaîne, elle est considérée de longueur 3. Voilà quelques petites remarques concernant les chaînes. Donc, je l'ai dit, la notion de chaîne est une notion non orientée. On peut l'appliquer aux graphes orientés comme les graphes non orientés, il n'y a pas de souci. Pour les graphes orientés, il suffit de ne pas prendre le sens des arcs en considération. Donc, on peut prendre un arc dans son sens comme on peut le prendre dans le sens inverse. Voilà, encore d'autres, on peut voir d'autres exemples. Ici, mu1, on l'a vu. Maintenant, mu2, une autre chaîne. Cette fois-ci, ses extrémités sont les sommets 4 et 7. Donc, on a pris le sommet 7, on s'est déplacé vers le 6 en empruntant l'arête Q. Ensuite, on s'est déplacé du 6 vers le 5 en prenant l'arête M, donc deux sauts. Ensuite, on a pris l'arête J pour aller vers le sommet 4, troisième saut. Ensuite, on a pris l'arête K pour aller vers le 6, quatrième saut. Ensuite, du 6, on est revenu vers le 5 avec encore une nouvelle fois l'arête M, cinquième saut. Ensuite, du 5, on a pris l'arête P vers le 8, sixième saut. Ensuite, on a pris le L vers le 4 pour le septième saut. Donc ici, on a défini une chaîne joignant les sommets 4 et 7 et elle est de longueur 7. La troisième chaîne, mu3, ses extrémités sont les sommets 4 et 6. Donc, on a démarré du sommet 4, on est allé vers le 3 à travers l'arête I. On a démarré du sommet 6, pardon, pas du 4. On a pris, on peut l'apprendre, mais le 4, actif, c'est pas orienté. On peut commencer le 4 ou le 6. Bon, pour juste poursuivre l'ordre tel qu'elle a été donné. Donc, le 6, on a pris l'arête B vers le 1. Ensuite, le 1, l'arête A, on a rejoint le sommet 2. Ensuite, le 2, l'arête D, on a rejoint le sommet 3. Puis, avec la boucle H, l'arête H, on a bouclé dans le 3, on est resté dans le sommet 3. Puis, on a pris l'arête I pour aller vers le sommet 4. Donc, ici, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 sauts. Donc, elle est de longueur 5 et elle permet de joindre les sommets 4 et 6. Ça, c'est la chaîne mu3. Nous avons vu aussi dans le graphe orienté la chaîne mu4. Donc, la chaîne mu4, on en a déjà parlé. Elle permet de joindre les sommets 4 et 1. Elle est de longueur 5. Ensuite, on a dans le graphe orienté la chaîne mu5 qui permet de joindre les sommets 4 et 7. Donc, le sommet 7, on a pris l'arc O pour aller à 5. Ensuite, on a pris l'arc P dans le sens inverse pour revenir à 7. Ensuite, on a pris l'arc N pour aller à 1. Ensuite, on a pris la boucle A pour rester dans le sommet 1. Ensuite, on a pris l'arc C pour aller vers le 6. Ensuite, on a pris l'arc I pour aller vers le 4 dans le sens inverse. Je rappelle, dans les chaînes, le sens des arcs n'est pas du tout important. L'essentiel, c'est de pouvoir se déplacer d'un sommet à un autre. Mu6 est une autre chaîne. Donc, celle-là, elle va joindre les sommets 6 et 7. On a le sommet 6, on prend l'arc
K vers le 5, ensuite on prend l'arc J vers le 4, ensuite l'arc H vers le 3, ensuite l'arc D vers le 2, ensuite l'arc B vers le 1, ensuite l'arc N vers le 7. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sauts. Elle est de longueur 6. Ses extrémités sont les sommets 6 et 7. Voilà, ça c'est la première définition, c'était la définition d'une chaîne. On avait dit que la chaîne, la notion Ferroha, c'est une notion non orientée. Elle est applicable au graphe orienté et au graphe non orienté. On a l'équivalent à la chaîne, la notion de chemin. La notion de chemin, c'est une notion qui est purement orientée. C'est une notion qui est orientée et on ne peut l'appliquer qu'au graphe orienté. La notion de chemin, elle est orientée, elle n'existe pas pour les graphes non orientés. Elle existe uniquement pour les graphes orientés. Donc, dans tout ce qui va suivre, les notions non orientées, on peut les appliquer dans le cas orienté et dans le cas non orienté. Et les notions qui sont orientées, on ne peut les appliquer que dans le cas orienté. Qu'est-ce qu'on veut dire par chemin? C'est la même chose qu'une chaîne. Bark, ici, on est obligé de prendre les arcs dans le bon sens. On n'a pas le droit de les prendre dans le sens inverse. Donc, un chemin, c'est un passage d'un sommet à un autre en empruntant les arcs qui relient ces deux sommets-là dans le bon sens jusqu'à arriver à la destination. La longueur, donc le chemin, il est connu aussi à travers la longueur. La longueur, c'est quoi? C'est le nombre de fois qu'il y a eu de sauts dans ce chemin-là. Le saut, c'est lorsqu'on part d'un sommet à un autre. Et elle est connue par ces deux extrémités. Donc, un chemin est connu par l'extrémité initiale, le début du chemin, et ici x0, et l'extrémité terminale xk. On dit qu'on a un chemin gamma qui va de x0 vers xk. Même dans notre façon de parler, on doit montrer qu'il y a orientation, qu'il y a un sens. À la différence à la chaîne, oui, on dit c'est une chaîne joignant x0 et xk. Il n'y a pas de sens. Mais là, il y a un sens, donc de x0 vers xk. Quelques exemples. Donc, un premier chemin, gamma 1, c'est un chemin qui va de 6 vers 3. Donc, je démarre du sommet 6, je prends l'arc L. Ici, l'arc C, je ne peux pas le prendre parce que ce n'est pas dans le bon sens. Donc, d'un sommet, je ne peux prendre que les arcs sortants. Lorsque j'arrive à un sommet, je ne peux prendre que les arcs sortants. Donc, de 6, je vais vers 1. Je passe la boucle A pour le sommet 1, ensuite B vers 2, ensuite D vers 3. Ici, on a 1, 2, 3, 4. C'est un chemin de longueur 4 qui va du sommet 6 vers le sommet 3. Un autre chemin, celui-là, c'est un chemin qui va aller du sommet 7 vers le sommet 2. Donc, on démarre du sommet 7, je prends l'arc O vers 5. Ensuite, du sommet 5, on prend l'arc J vers 4. Ensuite, du sommet 4, je prends l'arc I vers 6. Du 6, je prends l'arc M vers 7. Ensuite, du 7, je prends l'arc P vers 5. Ensuite, du 5, je prends l'arc J vers 4. Ensuite, du 4, je prends l'arc G vers 2. On termine dans le sommet 2. On a sauté combien de fois? Donc, 7 vers 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, il y a 7 sauts. Donc, c'est un chemin de longueur 7 qui va de 7 vers 2. Un dernier exemple, c'est le chemin qui va de 4 vers 3. Donc, 4, on a pris l'arc I vers 6, 6 l'arc M vers 7, 7 l'arc M vers 1, ensuite l'arc B vers 2, ensuite l'arc D vers 3. Ici, on a défini un chemin de 4 vers 3. Il est de longueur 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il est de longueur
simple. Voilà pour la notion de chaîne et la notion de chemin. C'est très simple comme notion. On va définir maintenant les propriétés car les chaînes et les chemins. Une chaîne et un chemin peut être simple, à ne pas confondre avec graphe simple. Graphe simple, c'est une propriété car le graphe. Un simple, c'est une propriété car la chaîne et le chemin. Un graphe simple, on disait qu'un graphe il est simple s'il n'y a pas de boucle et il n'y a pas d'arête ou d'arc parallèle. Ici, chaîne simple ou chemin simple, c'est une autre notion, c'est une autre propriété qui concerne que les chaînes et les chemins. C'est lorsque les arcs qui composent la chaîne ou le chemin ou les arêtes qui composent la chaîne sont tous distincts. On ne va pas réutiliser un arc ou une arête qu'on a déjà utilisée. Ça, c'est la notion de simple. Deuxième propriété, c'est la propriété élémentaire. Une chaîne ou un chemin est élémentaire si on ne repasse pas par un sommet par lequel on est déjà passé. Donc, voilà, Hadouma, c'est les deux propriétés. On va voir des exemples. Donc, ce sont les chaînes qu'on a vues tout à l'heure. Je prends la première chaîne, 8, L, 4, I, 3, E, 2. Donc, je remarque L, I, E. Les trois arêtes sont différentes, donc cette chaîne, elle est simple. Je regarde les sommets, 8, 4, 3, 2. Ils sont complètement différents les uns des autres. Donc, elle est aussi élémentaire. Donc, c'est une chaîne qui a les deux propriétés, simple et élémentaire. Nu2, on remarque qu'on utilise l'arête M deux fois. Donc, elle n'est pas simple. Est-ce qu'elle est élémentaire? Je remarque que le sommet 6, par exemple, on repasse deux fois par le 6. Le sommet 4 aussi. Le sommet 5 aussi. Donc, il suffit qu'un des sommets, on repasse par ce sommet plus d'une fois, on dit qu'elle n'est pas élémentaire. Donc, cette chaîne n'est pas élémentaire. Elle n'est ni simple ni élémentaire. La chaîne mu3, on remarque B, A, D, H, I. Toutes les arêtes sont différentes les unes des autres, donc elle est simple. Mais, point de vue sommet, 6, 1, 2, 3, 3. On repasse par le sommet 3 plus d'une fois, donc elle n'est pas élémentaire. Donc elle est simple, mais elle n'est pas élémentaire. Bon, peut-être une question que certains peuvent se poser. Est-ce que, donc on a vu trois combinaisons, il nous reste une quatrième combinaison. Est-ce qu'on peut avoir une chaîne qui est élémentaire, mais qui n'est pas simple? À votre avis? Non, monsieur, impossible. Impossible, pourquoi? Parce que s'il n'est pas simple, ça veut dire qu'il passe deux fois le même sommet. Il passe deux fois par la même arête, et s'il passe deux fois par la même arête, il va passer deux fois par les extrémités de cette arête. Donc, il ne pourra jamais être élémentaire. Donc, s'il n'est pas simple, il ne pourra jamais être élémentaire. D'accord? Donc, il y a une relation entre les deux propriétés. L'inverse, donc, on peut avoir simple et élémentaire ensemble, non simple, non élémentaire ensemble. Donc, s'il n'est pas simple automatiquement, il n'est pas élémentaire. Et s'il est élémentaire, automatiquement, il doit être simple. Et on peut avoir simple et non élémentaire. Élémentaire et non simple, on ne peut pas l'avoir. S'il n'est pas simple, il n'est pas élémentaire automatiquement. Voilà, la même chose pour les chaînes qu'on a retrouvées dans le graphe orienté, mu4, mu7, mu6. mu4, elle n'est ni simple ni élémentaire, donc on repasse par l'arc G deux fois, et n'est pas élémentaire, c'est les extrémités de l'arc G4 et 2, on repasse deux fois par les sommets 4 et 2. mu5, c'est le sommet 1 et le sommet 7 par lesquels on repasse, donc elle n'est pas élémentaire, par contre elle est simple, donc les arcs O, P, N, A, C, I, ils sont différents les uns des autres. mu6,
elle est en même temps donc simple et élémentaire. Donc, tous les arcs sont différents, K, J, H, D, B, N, et tous les sommets sont distincts les uns des autres. On ne repasse pas par un sommet par lequel on est déjà passé. Pour les chemins, c'est la même chose. Donc, on avait défini dans les exemples 3 chemins. Gamma 1, il est simple et non élémentaire. Donc, les arcs L, A, B et D sont différents. Par contre, il n'est pas élémentaire. C'est le sommet 1. On repasse 2 fois par le sommet 1. Gamma 2, il n'est ni simple ni élémentaire. L'arc J et plusieurs sommets par lesquels il repasse le 7, le 5, le 4, etc. Gamma 3, il est en même temps simple et élémentaire. Donc, I, M, N, B, D, donc les arcs sont différents. Et les sommets 4, 6, 7, 1, 2, 3 sont différents les uns des autres. Voilà, donc quelques remarques, quelques petites remarques. La longueur d'une chaîne ou d'un chemin qui est simple, si la chaîne ou le chemin est simple, est égal au nombre d'arêtes ou d'arcs formant cette chaîne. Qu'est-ce qu'on veut dire là? Donc, si je mets les arcs ou les arêtes qui composent la chaîne ou le chemin dans un ensemble, et je calcule le nombre d'éléments de cet ensemble-là, je tomberai sur la longueur de la chaîne, parce qu'il n'y a pas de répétition. Voilà. Il est simple. Le chemin est simple, la chaîne, elle est simple. Une notation aussi qu'on va réutiliser, cette notation va nous aider parfois à abréger les écritures. Je me croche à ne pas écrire. Et il existe un chemin du sommet tel vers tel sommet. Donc, on écrit X alpha Y. C'est juste une notation pour simplifier l'écriture. X alpha Y veut dire qu'il existe un chemin de X vers Y. Donc, toute chaîne ou chemin élémentaire est aussi simple. Ça, on en a déjà parlé. Dans un graphe simple, une chaîne ou un chemin peuvent être déterminés juste en énumérant la suite des sommets qui les composent. C'est tout à fait logique. Dans les graphes qu'on a vus précédemment, ils ne sont pas simples. Donc, s'ils ne sont pas simples, pour déterminer une chaîne, juste ici un exemple, pour déterminer une chaîne ou un chemin, on est obligé de donner donc les arêtes par lesquelles il passe. Je reviens en arrière. Un exemple d'une chaîne. Par exemple, ici, la chaîne mu3, lorsqu'on se déplace entre 2 et 3, on a 2 possibilités, soit E, soit D. On a 2 possibilités. Donc, il y a 2 arêtes parallèles. Donc, si je ne précise pas qu'on passe par le D, on ne pourra jamais savoir entre 2 et 3 quelle est l'arête qu'on doit choisir. Donc, ce ne sera pas déterministe, si vous voulez. Donc, si le graphe n'est pas simple, je suis obligé de donner, lorsque je donne la chaîne, je suis obligé de donner les étiquettes des arêtes ou bien des arcs. Lorsque le graphe est simple, il n'y a qu'une seule possibilité pour se déplacer d'un sommet à un autre, parce qu'il n'y a pas d'arête parallèle ou d'arc parallèle. Donc, voilà la remarque qui est là. Donc, dans un graphe simple, une chaîne ou un chemin peuvent être déterminés juste en énumérant la suite des sommets qui les composent. On peut s'en passer des étiquettes car les arcs ou les arêtes qui les composent. Pour le chemin,
pas uniquement le cas de simple, même s'il n'est pas simple, on peut déterminer le chemin en énumérant la suite des sommets. C'est lorsqu'on est dans le cas de un graphe. Qu'est-ce qu'on veut dire par un graphe? On a vu ça dans le premier chapitre, le début. C'est la multiplicité le graphe, c'est la multiplicité des arcs le graphe. C'est-à-dire que chaque graphe qui va d'un sommet X vers un sommet Y, il n'a pas d'arc parallèle. Il n'y a qu'un seul, au maximum, qu'un seul arc de X vers Y. Voilà, c'est en respectant le sens. Ce qui est le cas dans ce graphe-là, G3. On a des arcs parallèles, mais ils sont dans des sens inversés. Donc, la multiplicité qu'a le graphe, elle est de 1. Donc, c'est un graphe. Donc, le chemin suivant, gamma 4, 4i, 6, m, 7, n, 1, b, 2, d, 3, f3, je peux l'écrire directement à travers l'ensemble, la suite de sommets par lesquels passe le chemin. Je peux l'écrire 4, 6, 7, 1, 2, 3 et 3. Voilà, c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a qu'une seule possibilité entre toute paire de sommets qui composent ce chemin. Qu'un seul arc possible. Donc voilà, ça c'est un chemin qui est de longueur 1, 2, 3, 4, 5, de longueur 5, qui va du sommet 4 vers le sommet 3. Ce chemin-là, il est simple, mais il n'est pas élémentaire. Voilà, on a terminé avec les deux notions de chaîne et de chemin. On va parler maintenant de la notion de chaîne fermée et chemin fermé. Quand est-ce qu'on dit qu'une chaîne elle est fermée ou un chemin il est fermé? C'est lorsque les deux extrémités sont les mêmes. Donc, je démarre d'un sommet, je fais un parcours et je reviens vers ce sommet. Donc là, on parle de chaîne fermée ou de chemin fermé. Donc, voilà des exemples. Vous avez ici la chaîne joignant le sommet 8 avec lui-même. Ça, c'est une chaîne fermée dans notre graphe. Une chaîne fermée, automatiquement, c'est une chaîne qui n'est pas élémentaire parce qu'elle revient vers un sommet par lequel elle est déjà passée. Simple, elle peut être simple. Ici, elle n'est pas simple parce qu'on a utilisé l'arête I plus d'une fois. Donc, ça, c'est la chaîne MU7. C'est une chaîne dite fermée parce qu'on revient vers le sommet de départ. Chemin, un deuxième exemple de chaîne fermée. Celle-là, c'est une chaîne, donc elle est fermée. Les deux extrémités sont identiques, le 1 et le 1. Elle est de longueur 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on fait 5 sauts de longueur 5. Cette chaîne, on a dit chaîne fermée, automatiquement, elle n'est pas élémentaire comme chaîne, mais elle est simple parce qu'on passe par des arêtes distinctes. Donc, on ne repasse pas par la même arête. Donc, MU8 est une chaîne fermée simple. La même chose pour les chaînes. Gamma 5, donc je démarre du sommet 7, je fais mon parcours et je reviens vers le sommet 7. Donc, ce chemin-là, donc 7, 1, 6, ensuite 7, ensuite 7 avec le N, je vais vers le sommet 1, ensuite je prends le B vers le 2, ensuite 2 avec l'arc E, je reviens vers le 7. Donc, il est de longueur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est de longueur 6. C'est un chemin fermé dans le graphe G1. Ce chemin-là, donc il n'est pas élémentaire automatiquement, sans chercher d'autres répétitions, puisqu'il est fermé, 7 et 7. Mais aussi, il n'est pas simple parce qu'on passe par l'arc N, du moins l'arc N deux fois. Voilà la notion de fermé. On a un autre chemin fermé qui est simple, celui-là par contre, le gamma 6, il est simple.
parce que tous les arcs sont distincts. A, B, E, O, K, M, N. C'est un chemin de longueur 7. Il est fermé. J'ai démarré du sommet 1, je suis arrivé vers le sommet 1. Impossible qu'il soit élémentaire. Par contre, il est simple. Donc, on a terminé avec les premières définitions. Maintenant, on va définir la notion de cycle et la notion de cercle. C'est quoi un cycle? Un cycle, c'est une notion non orientée. Donc, et son équivalent dans le cas orienté, c'est le circuit. Un cycle, on peut trouver des cycles à l'intérieur d'un graphe orienté, comme on peut trouver des cycles à l'intérieur d'un graphe non orienté. Le cas d'un graphe orienté, il suffit de ne pas regarder le sens des arcs. Le circuit est une notion destinée uniquement pour le cas orienté. Le cycle. C'est quoi le cycle et quelle est la différence entre lui et la chaîne fermée? Un cycle, tout simplement, c'est une chaîne fermée, mais qui doit être simple. Condition, il faut qu'elle soit simple. Donc, ce n'est pas toute chaîne fermée qui est considérée comme un cycle. Un cycle est une chaîne fermée qui est simple. Voilà, la longueur, elle est comptabilisée de la même manière. Combien y a-t-il de sauts à l'intérieur? C'est tout. Donc, vous avez des exemples ici. Musette, l'exemple de tout à l'heure, qui est une chaîne fermée, mais qui n'est pas simple, donc elle n'est pas un cycle. C'est une chaîne fermée, mais qui n'est pas un cycle. Musette. Mu8 est une chaîne fermée et en même temps, c'est un cycle parce qu'elle est simple. On ne réutilise pas une arête qu'on a déjà utilisée. Toutes les arêtes sont distinctes. Donc, 1, 6, 5, 7, 2, 1 est un cycle dans le graphe. Il est de longueur 5. On a fait 5 sauts à l'intérieur. Voilà pour la notion de cycle. Maintenant, la notion de circuit. Un circuit, c'est quoi? C'est un chemin fermé dans un graphe orienté uniquement, que dans un graphe orienté, mais ce chemin fermé doit être simple. On ne doit pas réutiliser un arc qu'on a déjà utilisé dans le cadre d'un circuit. Donc, le circuit, c'est un chemin fermé simple. Sa longueur, elle est calculée de la même manière que pour un chemin ou une chaîne. C'est le nombre de sauts à l'intérieur. Vous avez gamma 5 est un chemin fermé, mais n'est pas un circuit parce qu'on repasse par des arcs par lesquels on est passé. Il n'est pas simple. Gamma 6 est un chemin fermé et en même temps, c'est un circuit parce que tous les arcs sont distincts. A, B, E, O, K, M, N. Sa longueur, elle est de 7 parce qu'on comptabilise le nombre de sauts. Un premier saut de 1 vers 1, deuxième saut de 1 vers 2, troisième saut de 2 vers 7, quatrième saut de 7 vers 5, cinquième saut de 5 vers 6, sixième saut de 6 vers 7 et septième saut de 7 vers 1. Voilà pour la notion de circuit. Alors, le cycle et le circuit ont une seule propriété. C'est la propriété élémentaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par un cycle élémentaire ou circuit élémentaire? Le cycle, c'est une chaîne fermée. En tant que chaîne, il ne peut pas être élémentaire. Le circuit est un chemin fermé. En tant que chemin, il ne peut pas être élémentaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cycle élémentaire et circuit élémentaire. C'est une propriété propre au cycle et au circuit. C'est que je ne dois pas prendre en considération la fermeture sans regarder le sommet qui va fermer de la chaîne ou le chemin. Je regarde le reste. Je ne regarde pas la fermeture, je regarde le reste. Le reste des sommets doivent être distincts, différents les uns des autres. À ce moment-là, je dirais que mon cycle est élémentaire ou mon circuit est élémentaire. Mis à part la fermeture, le reste
doivent être différents les uns des autres. Ils doivent être distincts. Donc, on ne regarde pas la répétition due à la fermeture. Voilà la notion de cycle ou circuit élémentaire. Mais en tant que chaîne fermée ou chemin fermé, un cycle ou un circuit n'est pas considéré comme une chaîne élémentaire ou là un circuit élémentaire. Quelques remarques donc, concernant les cycles et les circuits. La longueur d'un cycle ou d'un circuit élémentaire est égale au nombre de sommets formant ce cycle ou circuit. Donc, il suffit de prendre l'ensemble des sommets et de voir quel est le nombre d'éléments dans cet ensemble, puisqu'il n'y a pas de répétition. Donc, ça va donner automatiquement la longueur d'un cycle ou d'un circuit. Dans un graphe simple, un cycle ou un circuit peuvent être déterminés juste en énumérant la suite des sommets par lesquels ils passent. Donc, c'est la même chose pour le chaîne et le chemin. Encore plus un circuit dans un graphe, aussi, on peut, même si le graphe n'est pas simple, si c'est un graphe, un circuit peut être énuméré, on peut le lister uniquement à travers la suite de sommets qui le composent. Une dernière remarque, elle concerne les cycles. Tout graphe qui contient un cycle de longueur impaire nécessite au minimum 3 couleurs. Lorsqu'on fait la coloration d'un graphe, la coloration des sommets, qu'on a vu à la fin dans le chapitre 1, vous vous souvenez de ça, j'espère. Donc, si le graphe contient donc, des cycles de longueur impaire, automatiquement, un seul cycle de longueur impaire, automatiquement, le graphe va nécessiter 3 couleurs, si ce n'est pas plus. Moins de 3 couleurs, c'est impossible. Donc, souvenez-vous bien de cette remarque. Alors, dans un graphe quelconque, la boucle est le cycle élémentaire le plus petit possible qu'on peut retrouver. Il est de longueur 1. La même chose pour les circuits. La boucle dans un graphe orienté est le plus petit circuit possible qu'on peut obtenir. Et c'est un circuit élémentaire. Il est de longueur 1. Autre chose, tout cycle, c'est une chaîne. À l'échelle du cycle, c'est une chaîne parce que c'est une chaîne fermée et simple. Donc, tout cycle est aussi une chaîne. Tout circuit est aussi un chemin. Pourquoi? Parce que le circuit, c'est un chemin fermé, simple. En même temps, tout cycle, tout circuit est aussi un cycle. Le circuit, c'est dans le cas orienté. Donc, si je prends les arêtes donc sans regarder le sens, je vais définir aussi un cycle. Peut être considéré comme un cycle. Et la même chose, tout chemin est aussi une chaîne dans un graphe. Il suffit de ne pas regarder le sens des arbres, il deviendra une chaîne. Donc, voilà pour cette première partie. Donc, nous avons vu la notion de chaîne, la notion de chemin. On a vu pour la chaîne et le chemin les deux propriétés, simples et élémentaires. Ensuite, on a parlé de chaîne et de chemin fermé. Ensuite, s'ils sont simples, ça devient la notion de cycle et de cercle. Voilà ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, quelques propositions qui peuvent être utiles. Donc, la première proposition, elle dit soit G égale XE, un graphe non orienté, de toute chaîne joignant deux sommets X et Y, on peut extraire une chaîne élémentaire joignant X et Y. Donc, si on a dans un graphe une chaîne
entre deux sommets X et Y, mais qui n'est pas élémentaire, ça veut dire qu'il y a certainement une autre chaîne qui permet de joindre ces deux sommets-là et qui est élémentaire. Et on peut récupérer cette chaîne à partir de la chaîne initiale. Alors, comment? Je vais sortir un petit peu. Je vais aller directement vers l'exemple. Regardez la chaîne mu2. Donc, c'est le sommet 7. On prend l'arête Q vers le sommet 6. Ensuite, l'arête M vers le sommet 5. J4, K6, M5, ensuite P8, ensuite L4. Cette chaîne n'est pas élémentaire parce qu'on repasse par le sommet 6, on repasse par le sommet 5, on repasse par le sommet 4. Donc, il y a pas mal de sommets par lesquels on repasse. Elle n'est pas élémentaire, donc il y a certainement une chaîne élémentaire qui permet de joindre les sommets 7 et 4. Qu'est-ce qu'on fait? La solution est simple. C'est de répéter autant de fois qu'on peut jusqu'à l'obtention d'une chaîne élémentaire. Qu'est-ce qu'on va répéter? À chaque fois, je dois chercher les cycles à l'intérieur de ma chaîne. Donc, le premier cycle ici que j'ai détecté, c'est 5 à 5. 5, J, 4, K, 6, M, 5. Donc, au lieu, on revient à notre chaîne, 7, 6, 5, au lieu de faire tout ce cycle-là, 5, 4, 6, M, 5, donc ce triangle-là, donc lorsque j'arriverai à 5, la première fois, je ne ferai pas le cycle, je vais directement à 8. Donc, j'enlève tout le cycle intermédiaire. Donc, ça va me donner 7, Q, 6, M, 5, P, 8, L, 4. Je regarde bien, la chaîne, elle est élémentaire, c'est bon. Donc, on a obtenu une chaîne élémentaire entre 7 et 4 et elle est extraite à partir de la chaîne initiale qui n'est pas élémentaire. Donc, voilà ce qu'on veut dire par cette première proposition. De toute chaîne non élémentaire, on peut extraire une autre chaîne élémentaire. Comment? Il suffit d'éliminer les cycles intermédiaires. Parfois, l'élimination des cycles intermédiaires nécessite un processus itératif, donc c'est-à-dire à répétition. Donc, on doit faire une boucle qui va répéter ça. Parfois, en éliminant le premier cycle, on va détecter qu'il y a encore d'autres cycles à l'intérieur. Donc, on répète, on enlève les cycles intermédiaires jusqu'à obtenir à la fin une chaîne élémentaire. Voilà. Deuxième proposition, c'est la même, mais cette fois-ci, lorsqu'il s'agit d'un chemin. Donc, de tout chemin non élémentaire qui va de X vers Y, on peut extraire un chemin élémentaire de X vers Y. C'est le même principe, mais cette fois-ci, il suffit d'éliminer les circuits intermédiaires qui sont au milieu du chemin et on finira par obtenir un chemin élémentaire. Donc, voilà pour ces propositions. Une autre proposition, cette fois-ci, elle concerne les cycles et les circuits. On vous dit, dans les cycles et les circuits, on ne s'intéresse pas aux extrémités parce que le cycle, c'est la même chose. On démarre d'un point et on revient vers le même point. Donc, que je démarre le premier sommet ou le deuxième ou le troisième, c'est le même cycle. Donc, dans le cycle et le circuit, on ne va pas s'intéresser au sommet, aux extrémités, mais on va s'intéresser aux arcs ou les arêtes qui le constituent. Donc, on vous dit que dans un graphe, de tout cycle qui passe par une arête E, on peut extraire un cycle élémentaire qui passe par E. Donc, toujours, on peut l'extraire de la même manière que tout à l'heure. Il suffit d'éliminer les cycles intermédiaires. La même chose pour les circuits dans un graphe orienté. De tout circuit qui passe par un arc U,
qui n'est pas élémentaire dans le circuit, on peut extraire un circuit élémentaire qui passe par l'arc. Il suffit aussi d'éliminer, d'enlever au milieu les circuits internes. Voilà. On prend une petite pause, donc il est midi moins 5, on revient à midi pile, s'il vous plaît, une petite pause pour reposer les neurones, pour ne pas perdre votre concentration, et on reviendra dans 5 minutes, à midi pile. OK? D'accord, monsieur. OK. Dans 5 minutes, Inch'Allah.
Bonjour. Donc, on va reprendre le cours. Euh, on risque d'être connecté habituellement. Je crois qu'il y a quelque chose, une nouveauté Google Meet. Les séances ne dépassent pas 1 heure de temps. Ça n'existait pas auparavant. Donc, on sera obligé de relancer une nouvelle fois en cas où il y a un problème de s'il met fin à notre séance, on va relancer une nouvelle réunion. Donc, on va continuer. Donc, l'existence d'un cycle, ça aussi, c'est des indicateurs. Donc, lorsqu'on a un graphe et on ne voit pas, peut-être qu'il n'est pas dessiné, on n'arrive pas à détecter est-ce qu'il y a un cycle ou non. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui nous permettent de savoir est-ce qu'il y a un cycle dans un graphe ou non? La première des choses, c'est le degré minimal. Donc, si notre graphe, le degré minimal dans le graphe est de 2 ou plus, donc tous les sommets ont un degré supérieur ou égal à 2, cela veut dire que ce graphe-là contient automatiquement un cycle. Donc, on a autre chose de plus. Donc, si le graphe, en plus de ça, il est simple et tous les degrés sont supérieurs ou égaux à une certaine valeur K, qui est elle-même supérieure ou égale à 2, alors, dans ce cas-là, nous avons dans notre graphe un cycle élémentaire de longueur K plus 1 et une chaîne élémentaire de longueur supérieure ou égale à 1. Une conséquence particulièrement de la première, on vous dit que si tous les degrés sont supérieurs ou égaux à 2, alors le nombre d'arêtes dans le graphe est supérieur ou égal en nombre de sommets et vice-versa. Donc, si le graphe admet des cycles, si le degré minimum est supérieur ou égal à 2, alors on aura le nombre d'arêtes supérieur ou égal au sommet, alors donc automatiquement le graphe admet des cycles. Comment on a obtenu ça? C'est le fait, c'est à travers la formule des degrés. Si tous les degrés sont supérieurs ou égaux à 2, donc la somme des degrés sera supérieure ou égale à 2 fois n, donc 2 fois n sera supérieur ou égal à 2 fois n, donc n sera supérieur ou égal à n. Voilà d'où on a cette conséquence. Donc si on a le nombre d'arêtes supérieur ou égal au nombre de sommets, alors notre graphe admet un cycle. Donc la même chose on a pour les circuits, pour l'existence des circuits. Donc on vous dit que si le degré minimal sortant, c'est-à-dire le nombre d'arcs sortants de nos sommets, donc de chaque sommet, il y a au moins un arc sortant, alors notre graphe contient un cycle. C'est la même chose, donc on peut aussi prendre en considération les arcs rentrants. Donc, si de tout sommet, on a, au niveau de chaque sommet, on a au moins un arc rentrant, alors notre graphe contient automatiquement un circuit. Donc on peut le vérifier à travers les arcs sortants ou là, les arcs rentrants. Mais chez les deux, ça ne veut pas dire qu'on doit vérifier les deux en même temps. Donc, si chacun des sommets a au moins un arc sortant, il y a des circuits. Si chacun des sommets a au moins un arc rentrant, donc il y a automatiquement dans notre graphe des circuits. On a la même chose que pour les cycles. Si de plus le graphe il est simple, donc il y a un circuit élémentaire de longueur K plus 1, tel que K, c'est le nombre minimal d'arcs sortants, ou là, le nombre minimal d'arcs rentrants, et un chemin élémentaire de longueur supérieure ou égale à 1. Le point suivant, c'est la matrice de fermeture transitive. C'est quoi la matrice de fermeture transitive? La matrice de fermeture transitive est une matrice qui va nous donner l'existence ou la non-existence des chemins dans un graphe. On la note
par M chapeau. Le calcul de la matrice de fermeture transitive se fait à partir de la matrice d'adjacence M. Donc, à partir de la matrice d'adjacence M, on calcule la matrice de fermeture transitive M chapeau. La matrice M chapeau, c'est une matrice booléenne. Elle ne contiendra que des 1 et des 0. Donc, M chapeau de IJ égale à 1 s'il y a un chemin de I vers J, et elle est égale à 0 s'il n'y a pas de chemin. Donc, c'est une matrice carrée qui a la matrice de fermeture transitive. Chaque ligne représente un sommet, chaque colonne représente un sommet, et M chapeau I de IJ représente l'existence ou la non-existence d'un chemin de I vers J. Voilà, tout simplement, c'est ça la définition. Maintenant, comment elle est calculée? Il y a deux façons, principalement, celles qui sont les plus connues, deux façons de calcul de la matrice M chapeau. Il y a un calcul direct. C'est un calcul lorsque on a le nombre de sommets importants, il est ennuyeux et ça prend beaucoup de temps pour le réaliser. Il se base sur les produits matriciels. Donc, il se base sur des produits matriciels. Les produits matriciels, comment ils se font? Ils se font de façon booléenne, c'est-à-dire qu'il met le produit matriciel ordinaire, sauf que la multiplication va devenir des opérations de et l'addition, la somme, va devenir des opérations ou. Donc, on utilise des opérations booléennes pour réaliser des produits matriciels. De et devient multiplication, donc la multiplication devient et, elle est remplacée par et l'addition, elle est remplacée par et ou. Donc, ça consiste à faire, je ne sais pas ce qui se passe, les prochaines fois, je vais utiliser le compte de STHP peut-être. Il n'y a pas de restriction sur la durée. Sur d'autres personnes, je vais les autoriser. Donc, je reviens sur la matrice de fermeture transitive. Donc, j'ai dit que c'est une matrice qui va nous donner l'existence ou la non-existence d'un chemin dans un graphe. Et il y a deux manières pour la calculer. La manière directe, c'est un peu long et un peu ennuyeux. Et il y a une autre manière qu'on va expliquer après. Donc, la première manière directe, on ne va pas trop s'attarder là, ce n'est pas ça le plus intéressant, puisqu'il y a une manière plus simple. Donc, c'est un calcul matriciel. Il se base sur les produits matriciels booléens. On a dit qu'un produit matriciel booléen, c'est un produit matriciel ordinaire. Donc, les opérations de multiplication et les additions des ou. Donc, c'est la même chose qu'un produit matriciel. Donc, les opérateurs, donc, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de calculer les puissances vers la matrice M. Démarrer une M puissance 1 qui est la matrice d'adjacence. On va élever la puissance. À chaque fois, je multiplie. Donc, M puissance M multiplié par la matrice d'adjacence par M, j'obtiendrai M puissance 2. M puissance 2, je vais calculer M puissance 3. M puissance 3, c'est M puissance 2 multiplié par M. Ensuite, je calcule M puissance 4, M puissance 5, M puissance N. Les puissances, M puissance M tout court, M puissance 1, elle va me donner le chemin de longueur 1. M puissance 2 va me donner le chemin de longueur 2. M puissance 3 va me donner le chemin de longueur 3. Ça, M puissance N. M puissance N va me donner le chemin de longueur N. M puissance quelque chose va me donner le chemin de longueur de la puissance N. C'est parce que l'explication, elle est là dans la formule MB. On a des ou entre plusieurs paires de valeurs, les binomiaux des et.
Quand est-ce qu'un ou donne vrai? Il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Ça donne un bruit, un fond qui gêne. Si quelqu'un a oublié son micro ouvert, s'il vous plaît, Mélodie, je vais couper ton micro. Non, c'est pas Mélodie. Il y a quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, celui. Voilà, merci. Merci. D'accord. Donc, on a des ou à l'intérieur de cette formule-là. Le ou, il est vrai, il suffit qu'il y ait un élément dans la formule de ou qui est vrai pour que ça donne vrai. Et puis, lorsqu'il y a un élément, MIK, puissance L-1 ou MKJ, est vrai. Il y a un et. Pour que ça soit vrai, il faut que les deux soient en même temps vrai. Donc, MIK puissance N-1 vrai et MKJ. MIK puissance N-1 vrai, ça veut dire qu'il y a un chemin de I vers K de longueur N-1. Et MKJ égale à vrai, ça veut dire qu'il y a un arc de K vers J. Un chemin de longueur N-1, Zitlo, un arc. Ça donne un chemin de longueur L. Voilà l'explication pourquoi les matrices M puissance L représentent des chemins de longueur L. Ensuite, les matrices, après les avoir calculées, je les prends toutes et je fais des ou binaires. Donc, soit ça me donne M chapeau. Donc, soit chemin de longueur 1, ou le chemin de longueur 2, ou chemin de longueur 3, ou chemin de longueur 4, jusqu'à chemin de longueur N. Donc, ça va me donner dans M chapeau tous les chemins possibles et imaginables. Pourquoi on s'arrête à N? Pourquoi on s'arrête à N? Voilà, je me rapproche N plus 1, N plus 2, 2 fois N. Qui peut me répondre à cette question? Quel est le plus long chemin élémentaire dans un graphe? Chaque qu'on a longueur terme. Celui qui parcourt tous les sommets. Il parcourt tous les sommets. S'il parcourt tous les sommets, qu'un chemin sommet de graphe, N. N, donc la longueur terme, N. non, N-1. Ah oui, N. Chemin élémentaire. Ensuite, voilà, je vais N, parce que si on s'arrête à N-1, on risque de rater certains circuits. D'accord? On va N pour retrouver tous les, y compris les circuits élémentaires. Donc, s'il y a un circuit élémentaire qui passe par tous les sommets dans notre graphe, il sera de longueur N. Donc, voilà pourquoi on va jusqu'à N et on s'arrête à N. Donc, le calcul, c'est le calcul direct de la matrice M chapeau. Il y a trop de calculs qui se font avec tous les produits matriciels. Juste à titre d'indication. Un produit matriciel, d'accord? Pour calculer un élément de la matrice résultante d'un produit matriciel, il nous faut combien de boucles? Un élément d'un produit matriciel. Pour calculer un élément de la matrice résultante du produit matriciel, qu'est-ce que je fais? Je combine la ligne I à la colonne J. Donc, laisse-moi une boucle. Un élément du produit matriciel, laisse-moi une boucle. La matrice, je vais calculer quelle la matrice, laisse-moi avec l'élément. Je répète ça pour tous les éléments de la matrice. Répétez pour tous les éléments de la matrice. Laisse-moi deux boucles. Ça veut dire que pour calculer le produit matriciel, je dois imbriquer trois boucles qui se répètent n fois.
Ça veut dire que je vais faire n puissance 3. Ensuite, après avoir calculé un seul produit, c'est un seul produit matriciel. Moi, je dois calculer les produits matriciels n puissance n. Donc, je vais faire approximativement n produits matriciels. Donc, les trois boucles dans une autre boucle. Donc, ça me fait 4 boucles imbriquées. Donc, le calcul direct à un chapeau, ça donne un algorithme d'une complexité qui est de l'ordre de n puissance 4. Si la valeur Kn est très grande, imaginez le nombre d'opérations qui doivent être effectuées. Ça sera énorme comme nombre d'opérations. Donc, voilà pour le calcul direct. Il y a un autre algorithme, c'est l'algorithme de Warshall. L'algorithme de Warshall est un algorithme qui va réduire la complexité vers le calcul direct vers la matrice de fermeture transitive. Dans l'algorithme de Warshall, à distance, si on le voit, il y a une boucle là pour, deuxième boucle pour, troisième boucle pour. Donc, 3 boucles imbriquées. Donc, on descend d'une complexité qui est de l'ordre de n puissance 4 vers une complexité qui est de l'ordre de n cube, n puissance 3. Ce qui est très, très important comme gain en calcul. Bon, on ne va pas s'intéresser à l'algorithme, à l'écriture algorithmique. Vous l'avez ici, vous l'aurez sur le support par la suite. On va s'intéresser maintenant au calcul lorsqu'on applique l'algorithme de Warshall manuellement. Bon, maintenant, c'est les remarques que je viens de dire, que l'algorithme de Warshall nous fait gagner en temps d'exécution. Donc, il fait descendre la complexité vers n au cube. On va faire un exemple. Donc, on va dérouler un petit exemple. Donc, si vous permettez, on a perdu un petit moment, le problème de limite. Je termine l'exemple. C'est supposé être là. Si vous le permettez bien, je termine l'exemple en mettant à cette séance. Donc, on a le graphe suivant. Donc, première des choses, pour calculer un chapeau, les graphes théoriques, on a un graphe. Si je n'ai pas un graphe, qu'est-ce que je dois faire? Je dois transformer la matrice d'adjacence en matrice binaire. Le graphe suivant n'est pas un graphe parce qu'il y a 2 arcs dans le même sens entre 7 et 7. Donc, il y a un 2 à l'intérieur de ma matrice d'adjacence. Donc, toute valeur différente de 1 ou 0, je la mets à 1. Je fais une transformation, je dois la mettre à 1. Comme ça, entre 7 et 7, je mets un 1. Donc, je dois démarrer d'une matrice booléenne. Il n'y a que des 1 et des 0. Lorsqu'on travaille manuellement, les cases où il y a des 0, je les laisse vides au début. Donc, je les laisse vides. Initialement, je les garde vides. Ensuite, je vais commencer à remplir ma matrice. Qu'est-ce que je fais? Le parcours de ma matrice va se faire colonne par colonne. Donc, on ne va pas faire un parcours ordinaire. On a l'habitude de parcourir les matrices ligne par ligne. Dans l'algorithme de Warshall, on fait un parcours colonne par colonne. Donc, la première colonne. Qu'est-ce que je regarde dans la première colonne? Je regarde les 1. Là où il y a des 1. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un raisonnement par transitivité. Qui fait? Donc, je laisse 1 vers 1. On va 6 vers 1. Donc, le 6 peut, lorsqu'il y a un 1, ça veut dire qu'il y a un chemin de 6 vers 1. Donc, le 6 peut aller vers le 1. Ensuite, le raisonnement par transitivité, là où va le 1, le 6 peut aussi le faire. 6 يقدر يوصل لل 1. Ou le 1, par exemple, il y aura le 2.
Ça veut dire que le 6 le 2. Le 1 va vers le 6 va vers le 1 et le 1 va vers le 6. Donc, le 6 aussi le 6. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce raisonnement-là par transitivité qu'on va faire. Donc, on repère les 1. Le 6 va vers le 1. Le 1 va vers 1, 2 et 6. Donc, le 6 peut aller vers 1, 2 et 6. Le 7 va vers le 1. Le 1 va vers le 1, 2 et 6. Le 7 peut aller vers 1, 2 et 6. Le même raisonnement, le 1, juste là, j'ai sauté le 1 parce que ça n'a pas de sens. Le 1 va vers le 1 et le 1 va vers 1, 2, 6. Donc, le 1 va vers 1, 2, 6. Avec le raisonnement, donc je raisonne sur le 1 à travers lui-même, ça n'a pas de sens. Donc, on met à jour notre matrice et on aura ça. Donc, on rajoute les 1 supplémentaires. On a terminé avec le 1. Je passe à la deuxième colonne. La colonne 2. Je fixe ma colonne. Je recherche les 1. Le 1 va vers le 2. Donc, là où va le 2, le 1 peut aussi le faire. Donc, le 1 va vers le 2. Le 2 va vers le 3. Donc, le 1 peut aussi aller vers le 3. Le 1 va vers le 2. Le 2 va vers le 7. Donc, le 1 peut aussi aller vers le 7. Donc, le 1 peut aller vers 3 et 7 grâce au 2. Je regarde un autre 1. Le 4 va vers le 2. Le 2 va vers le 3 et le 7. Donc, le 4 peut aller vers 3, c'est déjà fait, et le 7. Le 6 va vers le 2. Le 2 va vers 3 et 7. Donc, le 6 peut aussi aller vers 3 et 7. La même chose pour le 7. Le 7 va vers le 2. Le 2 va vers 3 et 7. Donc, le 7 peut aussi aller vers 3 et 7. Donc, on va mettre à jour pour le sommet 1 vers 3 et 7. Le sommet 4 vers 3 et 7. 3, c'est déjà fait. Le sommet 6 vers 3 et 7. Vers 3, le 7, c'est déjà fait. Et le sommet 7 vers 3 et 7. Ce que vous voyez ici en rouge. On a terminé avec la colonne 2. On passe à la colonne 3. Donc, si on s'habitue, ça va devenir une sorte de jeu d'enfant. Donc, là, dans la colonne 3, je fixe les 1. Le 1 va vers le 3. Là où va le 3, le 1 peut aussi y aller. Le 3 va vers le 3. C'est déjà fait, donc ça ne change rien. Le 2 va vers le 3. Le 3 va vers le 3. 2 vers le 3, c'est déjà fait. Donc, il n'y a pas de modification. La même chose. 3 va vers le 3. Le 3 va vers le 3. Donc, le 3 peut aussi aller vers le 3. Il n'y a pas de changement. Et c'est le même raisonnement pour tous les autres. Il n'y aura pas de changement. Le 4 va vers le 3. Le 3 va vers le 3. Donc, le 4 peut aussi aller vers le 3. C'est déjà fait. La même chose pour le 6. La même chose pour le 7. Ça ne doit pas changer pour le sommet 3. Je passe à la colonne suivante. Donc, la colonne 4. Je fixe les 1. Il n'y a qu'un seul. 5 va vers le 4. Là où va le 4, le 5 peut aussi le faire. Le 4 va vers 2, 3, 6 et 7. Donc, le 5 va aller vers 2, 3, 6 c'est déjà fait et 7. On met à jour notre matrice. On passe à la colonne suivante. La colonne 5, je fixe les 1 barons. Le 7 va vers le 5. Le 5 va vers 2, 3, 4, 6 et 7. Donc, le 7 va aller vers 2, 3, c'est déjà fait. 4, c'est pas fait. Et 6 et 7. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? La ligne du 7, elle sera complètement à 1. On a terminé avec le 5. On passe au sommet 6. Je fixe les 1. Donc, il y en a plusieurs. Le 1 va vers le 6. Donc, là où va le 6, le 1 peut aussi le faire. Le 6 va vers 1, 2, 3, 6, 7. Ça existe déjà dans le 1, donc il n'y aura pas de changement sur le 1. Ensuite, je fixe un autre 1. 4 va vers le 6. Là où va le 6, le 4 peut aussi le faire. Le 6 va vers 1, 2, 3, 6, 7. Donc, le 4, on y ajoute uniquement 4 vers 1. Les autres existent déjà. Le 5 va vers le 6.
Là où va le 6, le 5 peut aussi le faire. 1, 2, 3, 6, 7. Donc, il n'y a que le 1 à mettre à jour. 6 va vers le 6. Là où va le 6 peut aussi le faire. Donc, il n'y aura pas de changement. 7 va vers le 6. Là où va le 6, le 7 peut aussi le faire. Mais déjà, là, automatiquement, on n'a pas de temps à perdre. Le 7 va partout, donc certainement, il n'y aura pas de mise à jour. Donc voilà, on a terminé. Les seules mises à jour, c'est 4.1 et 5.1 qui seront mises à jour. Donc le 1 qu'on va rajouter. On passe à la dernière colonne, la 7e, on la fixe, on cherche les 1. On a le 1 va vers le 7, le 7 va partout, donc le 1 peut aussi aller partout. Donc on rajoute un 1 ici et un 1 ici. Le 2 va vers le 7 et le 7 va partout, donc le 2 peut aussi aller partout. On rajoute des 1 dans toutes les cases vides de la ligne 2. La même chose pour le 4, le 4 va vers le 7 va partout, donc le 4 peut aussi aller partout. Kif, 5 va vers le 7 va partout, donc le 5 ira partout. Le 6 va vers le 7 va partout, donc le 6 va aller. Donc voilà, on met à jour les autres lignes. On a terminé, on a presque terminé. La dernière chose, c'est de compléter les cases vides par des zéros. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases vides. On va mettre des zéros à l'intérieur. Et on a notre matrice M chapeau grâce à l'algorithme de Walsh. Donc voilà pour l'algorithme de Walsh. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Des remarques, des questions? Si on a, je suis là pour répondre. Sinon, on va mettre fin à cette séance. Je vous écoute. Oui. Il n'y a pas de questions intelligentes, il n'y a pas de questions bêtes. Vous pouvez poser toutes vos questions. Je vous écoute. S'il n'y a pas de questions, je mets fin à la séance. Je vous remercie pour votre attention. Je vais voir avec